Après 2 ans d'absence, Victor revient enfin dans la ville où il s'était juré de ne plus jamais remettre les pieds. La mort inattendue d'un oncle éloigné l'avait contraint à revenir, non pas par attachement à la famille, mais par la perspective d'un héritage substantiel qui pourrait modifier sensiblement sa situation financière. La route qui mène à son ancienne maison est couverte de feuilles sèches et de branches cassées, reflet d'un automne rude qui semble symboliser les couches de temps et d'abandon qui le séparent de son passé. Pendant qu'il conduisait, ses pensées oscillaient entre l'attente de l'héritage et le malaise de revoir la maison qu'il avait partagée avec Émilie, sa femme. Le mariage, déjà fragilisé et compliqué par d'innombrables disputes sur l'infertilité et les attentes brisées, s'était terminé de manière abrupte et sombre. Il se souvenait parfaitement du dernier jour où il avait vu Émilie, frêle et désolée, dans le sous-sol sombre et froid où il l'avait laissée, convaincu qu'elle ne survivrait pas longtemps en raison de la détérioration de son état de santé. Alors qu'il s'approchait de la maison, le bruit des pneus crissant sur le gravier rompit le silence de l'après-midi. Il se gara et resta un moment assis dans la voiture, respirant profondément, essayant de trouver le courage d'entrer. Il se dit, prends les papiers et va-t'en, essayant d'ignorer le poids de la culpabilité qui commençait à se matérialiser dans sa poitrine. Lorsqu'il ouvrit la portière de la voiture, une brise froide l'enveloppa, emportant avec elle un mélange de feuilles mortes et de souvenirs qu'il essayait d'oublier. Il marcha jusqu'à la porte d'entrée, chaque pas résonnant dans son esprit. Il inséra la clé dans la serrure avec des mains tremblantes, le métal froid contre sa peau étant presque aussi froid que sa détermination. Il poussa la porte, qui grinça en signe de protestation, révélant un hall d'entrée couvert de poussière et de toiles d'araignée, témoignage silencieux du temps écoulé. « Victor, c'est toi !» Une faible voix résonna dans l'ombre, faisant bondir son cœur. C'était une voix qu'il n'aurait jamais cru entendre à nouveau, une voix dont il était sûr qu'elle avait été réduite au silence pour toujours par le temps et la tristesse. Oui, il était revenu, mais rien, pas même dans ses pensées les plus sombres, ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Lorsque la porte s'ouvrit en grinçant, Victor s'aventura prudemment dans la pénombre de la maison. L'odeur de moisissure et d'abandon s'intensifia au fur et à mesure qu'il avançait dans les couloirs familiers, désormais étranges et distants. Le poids sur sa poitrine augmentait, chaque pas lui rappelait sa dernière vision d'Émilie, faible et sans espoir. Il l'évita, mais il savait que son chemin le mènerait inévitablement au sous-sol, l'endroit qui était devenu une prison à la fin de leur mariage tumultueux. La porte du sous-sol était entr'ouverte, comme pour inviter ou défier Victor à se confronter à son passé. La respiration haletante et la main tremblante, il alluma la lumière, qui vacilla avec hésitation avant de se stabiliser, révélant l'intérieur sombre qu'il craignait tant de revisiter. Pas à pas, il descendit les marches grinçantes, chaque craquement résonnant comme un cri dans sa conscience. Arrivé en bas, ses yeux mirent un certain temps à s'adapter à la faible lumière, mais lorsqu'ils y parvinrent, le choc fut viscéral. Émilie était là, étonnamment vivante, le regardant droit dans les yeux avec une expression mêlant incrédulité et étincelle de soulagement. À côté d'elle, jouant dans un coin improvisé en chambre d'enfant, se trouvaient 2 petites jumelles dont les traits lui étaient douloureusement familiers. « Émilie, comment, c'est impossible » balbutie Victor, sa voix est presque un murmure. « Tu m'as laissé mourir ici, Victor. »« Mais j'ai survécu. »« Et je n'étais pas seule » répond Émilie, la voix ferme malgré sa fatigue évidente. « Ce sont tes enfants, Victor. »« Nos enfants. » Victor chancela, s'appuyant sur le mur froid du sous-sol. Je ne savais pas. Je pensais. Tu n'as jamais pensé, Victor. Tu t'es enfui. Émilie l'interrompt, les mots chargés d'années de souffrance et de résilience. Mais je me suis battue pour leur vie, pour ma vie, même quand tout semblait perdu. Les jumeaux, conscients de la tension qui régnait, se précipitèrent vers Émilie, qui les serra dans ses bras pour les protéger. Victor regardait, réalisant que la réalité qu'il avait ignorée était maintenant devant ses yeux, irréfutable et transformatrice. La vue de sa femme, qui avait défié la mort et le désespoir, et des enfants qu'il n'avait jamais prévu d'avoir, ébranla tous les fondements de son être. Il était là pour réclamer un héritage, mais il a découvert une réalité qui défie toute valeur matérielle. Encore abasourdi par la découverte inattendue du sous-sol, Victor a à peine le temps d'analyser la situation qu'il entend un lourd bruit de pas dans l'embrasure de la porte. Les voix étouffées se transformèrent rapidement en ordre clair et autoritaire.
La lumière de la torche traversa la pénombre du couloir et il se retrouva bientôt entouré d'officiers de police. La réalité de ces actes passés l'a frappé de plein fouet au moment où l'un des officiers s'est avancé, badge en évidence. Victor Benson, la voix du policier est ferme et décidée. Oui, c'est moi, répond Victor, la voix tremblante. Nous sommes ici pour vous arrêter pour suspicion d'enlèvement et de séquestration, annonce le policier, tandis qu'un autre agent commence à lui lire ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Les mots semblaient se perdre dans l'écho de ses propres pensées tumultueuses. Victor se retourna vers le sous-sol, où Émilie tenait les jumeaux, les protégeant de son corps. La culpabilité et la honte l'envahirent lorsque les menottes froides furent placées sur ses poignets. Je ne savais pas qu'elle était vivante, marmonne Victor, essayant de se justifier devant les yeux accusateurs du policier. Cela ne justifie pas vos actes, monsieur, répond le policier en l'entraînant hors de la maison. Vous l'avez laissé dans des conditions inhumaines. Alors qu'on le conduisait vers la sortie, Victor aperçut Émilie à travers la porte, sa silhouette exprimant un mélange de soulagement et de dégoût. Il voulait dire quelque chose, s'excuser, s'expliquer, mais les mots semblaient inutiles. Les policiers l'ont emmené dans la voiture et la porte s'est refermée avec un clic définitif. Sur le chemin du commissariat, la réalité de ce qui l'attend commence à s'imposer. Les répercussions juridiques de ses actes allaient être sévères et la révélation de son comportement allait déclencher un maelstrom de conséquences. Il n'y a plus d'échappatoire, les choix qu'il a faits il y a des années l'ont finalement rattrapé, et il doit maintenant faire face à la justice pour chaque mauvaise décision. Assis dans la froide salle d'interrogatoire, où la lumière crue éclaire chaque recoin, Victor sent le poids du silence l'envelopper. Ses pensées tournaient en rond, essayant d'assimiler le tournant qu'avait pris sa vie ces dernières heures. Devant lui, l'inspecteur en charge de l'affaire ouvrait un dossier, ses yeux analytiques fixés sur Victor, qui se tordait sous l'examen. Victor Benson, comprenez-vous la gravité des charges qui pèsent contre vous, demanda l'inspecteur, la voix égale mais chargée d'une indéniable gravité. Oui, je comprends, balbutia Victor, les mots semblant fragiles et insuffisants. Mais je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Je pensais qu'elle mourrait rapidement. L'inspecteur fronce les sourcils, dégoûté par cette froide confession, vous l'avez laissée mourir, monsieur Benson. Et pourtant, elle a survécu. Non seulement elle a survécu, mais elle a mis au monde 2 enfants. Victor a baissé la tête, incapable de croiser le regard de l'inspecteur. Victor baisse la tête, incapable de croiser le regard de l'inspecteur, je le vois maintenant. J'étais aveuglé, consumé par le ressentiment et la frustration. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, je le sais. Le détective referme le dossier avec un claquement sec. Que attendez-vous maintenant, monsieur Benson? J'espère, je ne sais pas. La justice, je suppose. Je mérite de faire face aux conséquences, répondit Victor, sa voix craquant sous le poids des remords. L'inspecteur acquiesça, nota quelque chose sur son calepin avant de se lever. Ce n'est que le début, monsieur Benson. La procédure sera longue et difficile. Avez-vous un avocat ou avez-vous besoin que le tribunal vous en désigne un? Je vais avoir besoin qu'il m'en désigne un, dit Victor, reconnaissant son incapacité financière et émotionnelle à faire face à la situation. Lorsque le détective quitte la pièce, Victor reste assis, confronté à l'immensité de son propre isolement. La réalité de ses actes, la survie d'Émilie et l'existence de ses enfants formaient une mosaïque de culpabilité et de rédemption qui commençait à se déployer. Les prochaines étapes seront cruciales, et chaque décision qu'il prendra maintenant aura de profondes répercussions sur sa vie et celle des autres personnes impliquées. Dans les mois qui ont suivi son arrestation, Victor a été confronté à une bataille juridique et personnelle intense. Lors de son procès, la salle d'audience est remplie de moments de tension, où les témoignages détaillés de la survie d'Émilie et de la découverte des jumeaux illustrent le sombre scénario auquel elle a dû faire face. En revanche, Victor doit faire face non seulement aux accusations, mais aussi à l'opinion publique, qui le dépeint comme un monstre. Lors d'un après-midi particulièrement difficile au tribunal, après avoir écouté le procureur décrire en détail les souffrances d'Émilie, Victor a l'occasion de prendre la parole. Se levant lentement, il regarde autour de lui,
captant le regard de chaque personne dans la salle d'audience avant de commencer. Je sais que rien de ce que je dirai aujourd'hui ne pourra réparer ce qui a été fait. J'ai laissé tomber Émilie d'une manière que j'essaie encore de comprendre. J'étais perdue dans ma propre douleur et frustration, et cela m'a rendue aveugle à sa souffrance. Je le regrette profondément et je suis ici pour accepter la responsabilité de mes actes. La voix de Victor tremblait, mais elle était empreinte d'une sincérité qui n'est pas passée inaperçue. Le juge, après avoir délibéré, conclut. Victor Benson, votre reconnaissance de culpabilité est un pas vers la rédemption, mais la justice exige que vous fassiez face aux conséquences de vos actes. Vous serez condamné à une peine de prison, mais nous vous recommanderons également des programmes de thérapie et de réhabilitation afin que, peut-être un jour, vous puissiez réellement comprendre l'étendue de vos erreurs et travailler à devenir une personne meilleure. Après sa condamnation, Victor retourne dans sa cellule, lieu de réflexion forcée. Au cours des mois suivants, il commence à écrire des lettres à Émilie, des lettres qu'il n'a jamais envoyées, mais qui constituent le journal de son cheminement intérieur. Dans ces lettres, il exprime ses regrets, son espoir de pardon et sa détermination à changer. Parallèlement, Émilie, avec le soutien de conseillers et de la communauté, a commencé à reconstruire sa vie. Elle a participé à des groupes de soutien pour les victimes d'abus, où elle a partagé son histoire et écouté celle des autres, trouvant sa force dans une solidarité partagée. Peu à peu, elle a commencé à pardonner, non pas à Victor, mais à elle-même et à ses enfants, qui grandissait en ignorant l'ombre de son passé douloureux. Ce processus de guérison a été long et semé d'embûches, mais avec le soutien de son entourage, Émilie a trouvé un moyen d'aller de l'avant, tandis que Victor, isolé derrière les barreaux, faisait face à son propre chemin vers la rédemption.